Si j'étais toi, je n'oserais même pas apparaître comme ça au mariage. Tu as passé l'âge, et maintenant, sans un seul cheveu sur la tête, tu vas gâcher toutes les photos. » C'est ce que Sophie a dit devant tout le monde, très tôt le matin, alors que j'essayais encore de comprendre pourquoi je m'étais réveillée complètement chauve quelques heures seulement avant le mariage de mon propre fils. Le chauffeur du traiteur, qui déchargeait les caisses de champagne, s'est arrêté net, le plateau suspendu en l'air. La voisine de la maison d'à côté, qui balayait le trottoir, est restée là à regarder fixement, sans même essayer de dissimuler sa curiosité. Le vent a soulevé un peu de poussière, m'obligeant à cligner des yeux plus forts pour ne pas perdre contenance. Sophie était appuyée contre le chambranle de la porte, avec ce sourire tordu et plein de venin qu'elle affichait quand elle voulait me faire sentir minuscule. Elle n'a même pas daigné lever la tête de son téléphone portable pendant qu'elle parlait. Je suis restée là, immobile, serrant mon mouchoir brodé entre mes doigts. Mon corps s'est bloqué un instant, paralysé, mais je n'ai pas versé une seule larme. J'ai seulement senti un vide immense envahir ma poitrine. Une sensation vertigineuse, comme si quelqu'un avait dérobé le sol sous mes pieds. Tu sais, quand tu comprends, tout à coup, que la personne que tu as traitée comme ta propre chair ne t'a jamais vraiment vu comme faisant partie de sa famille, c'était juste là, sur ce trottoir, avec le soleil qui frappait mon visage et mon crâne chauve qui brûlait tant c'était récent. L'apport initial pour cette maison avait été payé avec l'argent de la vente du terrain de ma mère, en province. Et les grandes études de Julien, c'est moi qui les ai soutenues jusqu'au dernier centime, en travaillant sans relâche. Mais 3 jours après cette humiliation, quand il a su de quoi j'avais été capable, son visage a perdu toute sa couleur. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie la force de renverser l'histoire de cette manière. Et à ce moment-là, tout a changé pour toujours. J'ai toujours été une femme de labeur. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à me débrouiller avec le peu que j'avais sous la main. Ma mère disait que, quand la vie nous serre la gorge, on redresse le corps, on respire à fond et on continue sans regarder en arrière. Et c'est ainsi que j'ai vécu ma vie entière, surtout après m'être retrouvée veuve trop tôt. Pierre, mon mari, est parti bien trop vite. Un accident absurde au travail, une chute bête, un coup violent à la tête. Ce furent 3 jours d'angoisse à l'hôpital. Et puis le médecin m'a appelé dans le couloir avec ce regard compatissant qu'on ne réussit jamais à oublier. Je suis rentrée à la maison en tenant Julien par la main. Il avait 7 ans et ne comprenait pas pourquoi son père ne rentrait pas avec nous. À partir de ce moment, ma vie est devenue de la pure survie. Le matin, des ménages dans 2 appartements parisiens. L'après-midi, je faisais de la couture pour tout le quartier. Le soir, je m'occupais de Madame Solange, une dame âgée qui avait besoin de compagnie pour ne pas se sentir seule. Je suis arrivée à travailler jusqu'à 14 heures par jour pendant des années. Je dormais peu, très peu, juste le strict nécessaire pour rester debout. Tout ce que je faisais, c'était pour Julien. Parce que, même si j'étais petite et modeste, j'avais une certitude immense. Mon fils ne se perdrait pas, il ne manquerait de rien, il ne serait pas englouti par la vie dure que je connaissais si bien. Quand il a eu 15 ans, j'ai demandé plus de travail. J'ai commencé à accepter des retouches de couture même pendant les week-ends. J'avais mal aux mains, l'épaule se bloquait de fatigue, mais je respirais à fond et je continuais. À l'école, on faisait l'éloge de ses résultats. On disait qu'il était intelligent, dévoué. J'écoutais ces mots et c'était comme si quelqu'un me rendait le souffle qui me manquait. Le premier grand sacrifice est arrivé quand il a réussi le concours d'entrée pour l'école de commerce. Je savais que l'école coûtait cher, mais je savais aussi que je ne permettrais pas que cette opportunité lui glisse entre les doigts. J'ai vendu le terrain qui avait appartenu à ma mère. C'était le seul héritage réel que je possédais. L'endroit où j'ai grandi, où elle cultivait de la menthe et des herbes aromatiques au fond du jardin. J'ai signé les papiers de la vente avec la main tremblante, mais avec le cœur ferme et décidé. L'argent a suffi pour payer l'inscription, quelques mois de scolarité et l'aider à subvenir à ses besoins au début. Le deuxième sacrifice est venu 2 ans plus tard. J'ai commencé à dormir encore moins. J'ai arrêté de coudre des vêtements simples et je suis passée aux robes de soirée, aux costumes, des choses plus lourdes et compliquées. Ça payait mieux, c'est vrai, mais cela exigeait beaucoup plus de ma vue et de mon corps. Je suis restée avec le dos bloqué pendant des mois entiers. Je prenais des calmants en cachette de Julien parce que je ne voulais voir aucune ombre d'inquiétude sur son visage. Il avait besoin d'étudier, pas de s'occuper de moi. Et le 3e sacrifice,
De celui-là, personne n'a jamais rien su. Pendant presque un an, avec les frais de scolarité en retard, l'école a menacé d'annuler son inscription et de le renvoyer. J'ai fait un emprunt à mon nom, avec des taux d'intérêt exorbitants, juste pour qu'il ne soit pas pénalisé ou qu'il ne perde pas son année. Je me souviens de l'employé de banque me tendant le contrat et demandant « Vous êtes sûre, madame ?» Et je l'étais. Mon fils n'allait pas tomber dans le monde sans armes, juste parce que j'avais peu d'argent. Quand il a terminé ses études, j'ai senti que le diplôme était un peu le mien aussi. J'étais vieillie, épuisée, mais il y avait une paix en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il a trouvé du travail rapidement, il s'habillait bien, il parlait avec éloquence. Il a commencé à amener des collègues à la maison, à présenter des projets, à parler d'ascension dans l'entreprise. Et ce fut dans cette phase d'ascension qu'il a rencontré Sophie. La première fois qu'elle est entrée chez moi, j'ai tout de suite remarqué comment elle scannait tout du regard. Les cadres simples, les meubles anciens, les souvenirs que je gardais avec affection de mon mari. Elle n'a rien dit, mais sa façon de regarder disait déjà tout. Un sourcil levé, un petit sourire ironique au coin des lèvres. Je n'étais pas habituée aux gens qui jugent avant de connaître. Pourtant, j'ai été polie et accueillante. J'ai fait du café, j'ai mis un gâteau maison sur la table, j'ai essayé d'engager la conversation. Elle répondait par monosyllabes, plus attentive à son téléphone qu'à ma présence. Avec le temps, ils ont officialisé leur relation. Elle était belle, toujours apprêtée, elle avait une assurance différente, quelque chose d'imposant. Elle disait qu'elle travaillait dans une boutique de luxe, qu'elle avait des plans de carrière. Julien semblait enchanté, hypnotisé. Et moi, comme toujours, je restais là à espérer que tout se passe bien. Je n'ai jamais été une mère qui entrave les relations de son fils. Au contraire, j'essayais d'ajouter du positif. La première humiliation subtile a eu lieu un dimanche. Julien avait prévu de venir déjeuner avec moi. J'avais tout préparé tôt. Un bœuf bourguignon mijoté lentement, une purée maison onctueuse et une salade fraîche comme il aimait. J'avais dressé la table avec ma meilleure vaisselle, celle que j'avais reçue à mon mariage et que je gardais comme un trésor. Il est arrivé avec Sophie et, avant même de s'asseoir, elle a regardé la table et a lâché « Ah, c'est ça qu'on mange aujourd'hui ?» Julien a laissé échapper un petit rire court, nerveux, comme si la remarque était normale. J'ai senti un serrement dans la poitrine, mais j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Je lui ai offert la meilleure place. J'ai tiré sa chaise. Elle n'a même pas remercié. Elle a commencé à faire défiler son téléphone, a pris une photo du plat et l'a envoyée à quelqu'un, sans cacher sa grimace de dédain. Au milieu du déjeuner, elle a commenté l'air de rien. « Chez moi, on ne mange pas de nourriture aussi lourde, aussi riche. Mais bon, une fois ne tue personne. » C'était pour moi. Bien sûr que ça l'était. Son regard l'a rendu très clair. Mais j'ai respiré à fond. J'ai avalé ma salive. J'ai continué à servir comme si tout était parfaitement normal. Julien n'a rien dit, ni pour me défendre, ni pour couper court à son commentaire acide. Ce jour-là, quand ils sont partis, j'ai débarrassé les assiettes lentement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. J'ai tout lavé avec calme, en regardant mon propre reflet dans la fenêtre de la cuisine. La sensation était étrange, comme si un petit morceau de mon foyer avait été envahi et touché sans permission. Je ne le savais pas encore, mais ce ne serait que la première de nombreuses petites piques qui viendraient ensuite. Des piques qui, additionnées, allaient me conduire vers un endroit où je n'aurais jamais imaginé arriver. Celui d'être traité comme un fardeau, comme une gêne, comme si mon histoire, mes sacrifices et ma vie entière ne valaient absolument rien. Et c'est ainsi, dans ce mélange d'amour aveugle pour mon fils et de silences avalés, que tout a commencé à s'effondrer, sans que je perçoive la gravité de ce qui allait arriver. Après ce dimanche, les choses n'ont pas empiré d'un coup. Elles sont venues, peu à peu, comme quelqu'un qui serre une vis lentement, tour après tour, jusqu'à ce que ça blesse. D'abord c'étaient des commentaires isolés, puis des regards, ensuite de petites attitudes qui me faisaient sentir que je n'étais plus la bienvenue dans leur monde. Et, quand je m'en suis rendu compte, je vivais déjà en rentrant les épaules pour ne pas déranger, en respirant doucement pour ne pas répondre, en feignant de ne pas voir ce qui était juste devant mon nez. La première humiliation plus claire a eu lieu quand ils ont emménagé dans la maison que j'avais aidé à acheter avec mes économies. Julien m'avait demandé de rester avec eux quelques semaines, le temps que j'organise mes propres projets de logement. Il disait que ce serait bien, que je serais plus près, que la maison avait de l'espace. J'ai accepté, naïvement. Je suis allée avec mon vieux carnet, mon sac en tissu et quelques vêtements. Juste l'essentiel.
Le deuxième jour, Sophie est apparue à la porte de la chambre où je logeais. Elle a regardé autour d'elle, a croisé les bras et a dit « Madeleine, juste pour organiser les choses, ici, ça ne va pas le faire si tu gardes tes affaires dans la salle de bain, d'accord? L'odeur de ta crème est trop forte et ça me donne la migraine. » C'était un mensonge. J'utilisais à peine une crème neutre. Mais j'ai encaissé et j'ai retiré mes affaires sans broncher. Le lendemain, elle est revenue. « Ah, et s'il te plaît, pas de casserole laissée dans l'évier. Ici, dans cette maison, on n'aime pas le désordre. » La casserole était à eux. Je n'avais même pas cuisiné ce jour-là. Le troisième jour, elle a collé un papier sur le réfrigérateur avec les règles de la maison. Des choses simples, mais écrites d'une manière qui faisait mal. Ne pas laisser de vaisselle sale, ne pas utiliser la machine sans prévenir, nettoyer ce qu'on salit. Comme si j'étais une étrangère qui avait besoin d'instructions de base pour la vie en commun. Julien a vu le papier, a ri et a dit « Ah, chérie, quelle exagération !» Mais il ne l'a pas enlevé. Je respirais à fond et j'avançais. Je pensais que c'était juste une question d'adaptation, que bientôt tout rentrerait dans l'ordre. Mais rien n'est rentré dans l'ordre. Un jour, je suis rentrée de l'extérieur et j'ai trouvé un sac poubelle à côté de la porte. C'était ma couverture tricotée main. Celle que j'avais tricotée petit à petit, carré par carré, pendant les mois d'hiver où Julien était à l'université. J'ai pris la couverture dans mes mains, confuse. Sophie est apparue dans le salon et a dit « Ah, je l'ai mise dehors pour la laver. » Elle avait une odeur un peu de vieux, de renfermé. Elle a dit ça en souriant, avec un naturel total. La couverture était propre. J'ai senti mon visage brûler, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai pliée avec soin, je l'ai mise sur mon bras et je suis allée dans ma chambre. Là, je me suis assise sur le lit et je suis restée quelques minutes paralysée, serrant le tissu contre ma poitrine. Cela pouvait n'être qu'une couverture pour n'importe qui. Mais pour moi, c'était un morceau de vie, de mémoire. Et quelqu'un avait décidé que cette chose ne servait à rien, que c'était un déchet. La deuxième humiliation a été pire. Elle s'est produite lors d'une réunion de famille, chez la sœur de Julien. Je suis allée avec eux, pensant que ce serait une journée légère. Quand nous sommes arrivés, Sophie est allée directement à la cuisine. Je l'ai entendue parler avec ma belle-sœur, mais sans imaginer que le sujet c'était moi, jusqu'à ce que j'entende la phrase entière « Elle est venue aussi ». J'ai dit à Julien qu'elle allait plomber l'ambiance. Mais il insiste. La belle-sœur a laissé échapper un petit rire complice. Sophie a complété « C'est qu'elle ne sait pas s'habiller pour des occasions pareilles. Elle a toujours cette tête de quelqu'un qui s'est enfui du marché. » J'étais derrière la porte. Je suis restée immobile. Mes mains sont devenues glacées. J'ai pensé à partir, à m'enfuir, mais Julien est apparu, a embrassé sa sœur et n'a même pas remarqué mon expression décomposée. Pendant le déjeuner, Sophie m'a ignoré royalement. Elle n'a pas demandé si je voulais boire, n'a pas répondu quand j'ai essayé de converser. J'existais là seulement comme une ombre. Au retour vers la maison, Julien était animé, racontant des anecdotes. Je ne regardais que par la fenêtre. Il n'a rien perçu, ou il a préféré ne pas voir. La troisième humiliation a concerné les petits-enfants. À cette époque, le premier était encore petit. Un jour, j'ai proposé de le garder pendant qu'il sortait dîner. J'ai toujours aimé les enfants, et Julien a grandi dans mes bras. Sophie m'a regardé rapidement, en m'évaluant, et a dit « Mieux vaut pas, Madeleine, tu as du mal à te lever vite, n'est-ce pas? Imagine s'il se passe quelque chose et que tu ne réagis pas. » Comme si j'étais une incapable. Comme si je n'avais pas élevé un homme toute seule. Porté des sacs lourds, poussé des poussettes, traversé la ville à pied toute ma vie. Julien était présent. Il ne m'a pas défendu, n'a rien expliqué. Il est juste resté silencieux. J'ai senti mon cœur couler. Ce n'était pas seulement de l'éloignement, c'était de la méfiance. C'était comme si j'avais vieilli du jour au lendemain et perdu toute valeur en tant qu'être humain. À partir de là, j'ai commencé à prêter attention, à noter mentalement, à garder des messages, des reçus, de petites preuves que je n'inventais rien dans ma tête. C'était de l'instinct. Un instinct qui naît quand la douleur cesse d'être une surprise et devient une alerte de danger. Je ne voulais rien utiliser de tout cela. Je ne voulais pas de conflit avec mon fils. Mais, pour la première fois, j'ai compris que si je ne me protégeais pas, ils allèrent me piétiner sans regarder en arrière. La situation a empiré quand Sophie a organisé l'anniversaire de leur fils. J'ai aidé à installer les tables, j'ai gonflé des ballons jusqu'à en avoir le vertige, j'ai coupé le gâteau. Au milieu de la fête, elle est venue vers moi, m'a pris le bras doucement et a dit « Madeleine,
Reste plus vers le fond, d'accord? Sur la photo de famille, ce n'est pas nécessaire que tu apparaisses autant. Cela m'a traversé comme un couteau. J'ai dégagé mon bras lentement. Elle est partie en marchant sans attendre de réponse. Quand j'ai regardé, elle avait déjà réuni la famille devant le décor et pris les photos, sans moi. Je suis resté à côté du portail, serrant mon vieux carnet, ressentant un mélange de honte et d'incrédulité. Et personne là-bas ne semblait trouver ça étrange. C'est cette nuit-là que j'ai pris la décision silencieuse de ne plus jamais entrer au dépourvu dans aucune situation qui les impliquait tous les deux. Je ne connaissais pas encore l'ampleur de la tempête qui arrivait, mais je savais que j'allais devoir être sur mes gardes. J'ai commencé à conserver de vieux reçus, des notes, des conversations, des engagements que j'avais tenus. Non pas pour les utiliser contre mon fils, je ne souhaiterais jamais cela, mais parce que je comprenais déjà qu'il y avait quelqu'un près de lui qui n'avait aucune limite morale. Et quand quelqu'un comme ça gagne de l'espace dans la vie de quelqu'un, on a besoin au moins d'avoir de quoi se raccrocher quand vient la chute. Je n'imaginais simplement pas que la chute viendrait si forte, si sale et si rapide, et que, quand elle arriverait, je serais totalement seule. Le coup a commencé comme commencent les choses qui blessent vraiment, avec soin, avec une gentillesse répétée, avec un ton de voix qui ne correspond pas à l'intention réelle. C'était un mardi après-midi. Julien m'a appelé pour nous asseoir à la table de la cuisine. Sophie était à ses côtés, son téléphone à la main, mais, cette fois, sans cet air impatient de toujours. Elle a posé l'appareil face contre table, a croisé les mains et a dit « Madeleine, on a vraiment besoin de te parler. C'est quelque chose d'important. » À cet instant, mon estomac s'est retourné. L'intuition maternelle ne se trompe pas. Julien a pris une grande respiration, a ajusté sa chaise et a commencé « Maman, j'ai une très grande opportunité au travail, une promotion. Mais pour l'obtenir, je dois faire un investissement avec l'équipe. » Je suis restée silencieuse à attendre. Il a continué. « C'est peu, maman. C'est juste pour compléter ma part. On a pensé que, peut-être, tu pourrais aider. » Le mot « aider » est sorti doux, presque sucré. Mais Sophie a complété rapidement. « C'est une chose simple, Madeleine. Tu signes l'emprunt et nous payons tout ponctuellement. En 2 mois, c'est réglé. » Ils avaient déjà répété chaque phrase. C'était clair dans la façon dont l'un regardait l'autre avant de parler. J'ai senti mon dos se raidir. Toute décision qui implique de l'argent laisse des marques. J'avais déjà vendu des terrains, demandé des prêts pour l'université, retardé mes factures pour maintenir mon fils aux études. J'ai aidé parce que c'était pour lui. Mais là, en les voyant me fixer comme s'ils savaient déjà que je dirais oui, mon cœur m'a prévenu. Il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, Julien était mon fils. Et un fils, pour une mère, ne cesse jamais d'être un enfant. J'ai dit « De combien parle-t-on » Quand le chiffre est sorti de sa bouche, ma poitrine s'est même réchauffée. C'était élevé, très élevé, et ça ne collait pas avec l'opportunité simple que Sophie avait décrite. Je les ai regardés tous les deux, attendant plus d'explications. Le silence a répondu à leur place. « Mon fils, c'est beaucoup d'argent. Vous êtes sûr d'avoir besoin d'un emprunt à mon nom ?» Sophie n'a pas attendu. « Madeleine, personne ne va courir de risque. C'est juste une signature. Tu ne vas rien payer. Tu aides juste à débloquer le crédit. Nous nous occupons du reste. » J'ai perçu le ton, cette politesse superficielle par-dessus et l'impatience par-dessous, le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je m'éloigne d'une conversation. Julien m'a pris la main. « Maman, fais-moi confiance. » C'est là que j'ai compris le pire. Il la croyait, elle, plus qu'il ne croyait en moi. Nous sommes allés à la banque le lendemain. Sur le chemin, je les observais. Sophie, animée, parlait vite. Julien, anxieux. Moi, muette. Ce n'était pas que je ne voulais pas aider. J'ai toujours aidé. Le problème, c'était la sensation de faire quelque chose qui allait me coûter un prix très cher plus tard. À la banque, pendant que je signais le contrat, j'ai remarqué que personne ne lisait rien. Seulement moi. C'était des taux élevés, une longue durée, des mensualités énormes. Le type d'emprunt qui n'était pas pour qui paie en 2 mois. Quand l'employé a demandé « Vous êtes sûre, madame ?» J'ai avalé ma salive et j'ai dit « Je le suis ». Mais à l'intérieur, la réponse était autre. Quand nous sommes sortis, Sophie m'a donné une petite tape sur l'épaule. « Détends-toi, Madeleine. On règle ça vite. » J'ai juste répondu « Je l'espère ». J'ai gardé tous les exemplaires du contrat, chaque reçu, chaque numéro de dossier. Je suis sortie de la banque en serrant cette enveloppe comme quelqu'un qui tient la preuve que le cœur avait prévenu,
mais que personne n'avait voulu écouter. Les 2 premiers mois sont passés. Aucune nouvelle du paiement, aucun reçu, rien. Quand j'ai demandé à Julien, il a dit « Maman, tranquille, tout est en route, le système a juste pris un peu de retard. » Sophie a complété « C'est normal ça. La banque met du temps à mettre à jour. » Mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Quand j'ai appelé discrètement la banque, ils m'ont dit qu'aucune mensualité n'avait été payée. Ma poitrine s'est serrée. Un mélange de peur et de rage contenue est monté doucement dans ma gorge, brûlant. À la 3e relance, plus insistante, j'ai appelé Julien pour parler seul à seul. Il a détourné le regard, a joué avec son téléphone, a soupiré. « Maman, on a eu des priorités. L'argent n'a pas suffi. Mais le mois prochain, on paie tout sans faute. » Je suis allée jusqu'au garage. Il y avait une voiture neuve garée là. 0 kilomètre. Une odeur de neuf dans l'air. Quand j'ai touché la portière de la voiture, Sophie est apparue derrière moi et a dit « Belle, n'est-ce pas ? C'était une occasion unique. On ne pouvait pas laisser passer ça. » Je me suis retournée lentement. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle a soutenu le regard avec ce petit sourire que je connaissais bien. Un sourire qui disait « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» À cet instant, j'ai senti que la corde avait rompu. Ce n'était pas un prêt, ce n'était pas une aide, c'était une escroquerie, planifiée, répétée. Et Julien, mon fils, était au milieu de tout ça. Je ne me suis pas battue, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti mon corps se glacer. L'intuition maternelle avait eu raison depuis le début. Le lendemain, j'ai reçu une autre relance. J'ai appelé Julien. Il a répondu, impatient, « Maman, je t'ai déjà dit que je vais régler ça. » Et il a raccroché. J'ai commencé à trembler, pas pour la dette, mais pour la certitude que j'étais seule contre 2 personnes qui utilisaient mon amour comme outil de manipulation. Cette nuit-là, je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à séparer les papiers. Contrat, reçu, date, conversation. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'autoprotection. Parce que je savais que, juste là au coin de la rue, une chute plus grande allait arriver. Et le coup public, le coup qui m'arracherait le sol une fois pour toutes, devait encore se produire. L'humiliation qui t'abat vraiment n'arrive pas doucement. Elle arrive entière, sans pitié, sans avertissement, comme si elle attendait le moment exact pour ouvrir la porte et entrer pour détruire. La mienne est venue un samedi matin, sur le parking du supermarché, quand je m'y attendais le moins. Je voulais juste acheter quelques produits de base. Rien de plus. J'avais mon sac en tissu, comme toujours, et je sortais des caisses quand j'ai entendu mon nom crié d'une manière qui ne ressemblait pas à un appel. Ça ressemblait à une accusation. « Madeleine !» Je me suis retournée. Julien arrivait vite, avec Sophie juste derrière. Son visage à lui était rouge, irrité. Elle, les bras croisés, avait déjà ce sourire en coin dont j'avais appris à avoir peur. Je suis restée figée entre les caddies, serrant mon sac, sentant comment les gens proches ralentissaient le pas pour écouter les commérages. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il demandé, trop fort. Suffisamment fort pour que 3 personnes tournent la tête et restent à regarder. Je n'ai pas compris. « Tu es allé à la banque ?» a-t-il continué. « Pour demander pour le prêt ? Tu veux me mettre la honte ?» Sophie a fait un pas en avant. « C'est ça, Madeleine ? Madame veut jouer la victime maintenant ?» J'ai senti mon cœur s'emballer, mais je suis restée ferme. J'ai respiré et j'ai dit « Je voulais juste savoir pour le paiement, Julien. C'est à moi qu'il réclamait de l'argent. » Il a levé la main comme quelqu'un qui coupe la conversation nette. « Il nous appelle parce que tu ne me fais pas confiance, parce que tu adores faire des scènes pour tout. » Les gens ont commencé à regarder plus ouvertement. Une dame s'est arrêtée avec son caddie. Un jeune homme de la boucherie est resté sur la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. J'ai senti la scène se former autour de moi, comme si j'étais au centre d'un cercle qui se refermait pour m'étouffer. « Julien, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste demandé. » Il a laissé échapper un petit rire court, plein de moquerie. Un rire que je n'avais jamais entendu venir de lui. « Tu ne te lasses pas de te mêler de ma vie ? Ça a toujours été comme ça, toujours à tout contrôler. » Le coup est venu là, direct, sans frein. Je suis restée immobile. Mon fils qui m'accusait comme si j'étais son ennemi. Mon fils que j'ai porté dans mes bras, que j'ai entretenu, que j'ai envoyé en école de commerce en vendant la seule chose précieuse que j'avais. Mon fils, 10 ans pour que tous entendent que j'étais un boulet. Sophie, à ses côtés, a complété l'estocade. Si madame est si inquiète, pourquoi elle ne paie pas tout une bonne fois pour toutes et nous laisse tranquilles ?
J'ai senti mon visage brûler. Le sac a pesé sur mon bras comme s'il était de plomb. Le silence autour s'est fait encore plus grand, comme si tout le monde attendait le coup de grâce. Et le coup est arrivé. Si tu ne veux pas me faire confiance, alors disparais de ma vie. Disparais, je n'ai besoin de toi pour rien. La phrase a frappé si fort que j'en ai perdu le souffle. Disparais de ma vie, de mon propre fils, devant des étrangers, comme si j'étais rien. J'ai vu la dame qui était à côté porter la main à sa poitrine, scandalisée. Le jeune homme de la boucherie a secoué la tête doucement. Un enfant a tiré le pull de sa mère, demandant quelque chose à voix basse. Mais personne n'a rien dit. Mon corps a failli céder une seconde. Mes jambes sont devenues molles. Pourtant, j'ai redressé ma posture. J'ai serré l'anse du sac avec force. J'ai regardé Julien sans ciller. J'avais besoin de voir avec clarté le visage de mon fils en train de dire ça. J'avais besoin de garder cette image pour ne plus jamais douter de qui était réellement à mes côtés et de qui ne l'avait jamais été. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de réponse. N'importe quelle parole de ma part allait être utilisée contre moi. N'importe quelle phrase serait devenue un motif d'attaque supplémentaire. Alors, je lui ai juste tourné le dos. J'ai marché doucement jusqu'au trottoir, entendant Sophie dire, dans mon dos, « Enfin !» C'était la seule chose qui manquait. Je n'ai pas regardé en arrière, ni quand le soleil m'a frappé fort dans les yeux, ni quand mes mains ont commencé à trembler en tenant le sac, ni quand j'ai senti le monde rétrécir autour de moi. J'ai franchi le portail du parking et, quand j'ai fait le premier pas dans la rue, mon corps s'est effondré de l'intérieur. Mais je n'ai pas laissé voir. J'ai continué à marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Je me suis assise. J'ai posé le sac sur mes genoux. J'ai respiré à fond 3 fois. 2 jours, je suis restée à terre. 2 jours sans réussir à manger, sans réussir à me lever, sans comprendre comment cela avait pu arriver si vite. Mais le 3e jour, je me suis levée. Et ce fut ce 3e jour que j'ai trouvé quelque chose qui allait tout changer. Les 2 jours après l'humiliation sur le parking furent une tâche floue. Je ne me souviens pas bien comment je me suis réveillée, comment la nuit est tombée, ce que j'ai mangé, si j'ai mangé. Je me souviens seulement de la sensation d'une dalle sur la poitrine, comme si une main géante me serrait de l'intérieur et ne me lâchait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Julien m'ordonnant de disparaître de sa vie, et la voix de Sophie, sèche, ferme, répétant cela comme si elle ne faisait que sortir les poubelles, c'était la seule chose qui manquait. J'essayais de me lever du lit, mais le corps ne répondait pas. Je ressentais un mélange de honte, de douleur et d'incrédulité. Le monde que j'avais construit avec tant d'efforts semblait s'être écroulé d'un seul coup. Je regardais mes mains, les mêmes mains qui avaient travaillé pendant tant d'années, qui avaient cousu, nettoyé, soutenu mon fils malade, et je pensais, comment en suis-je arrivé là? Le 2e jour, quand j'ai ouvert les yeux et vu ma chambre en silence, j'ai compris que personne ne viendrait. Aucun appel, aucune visite, aucun message. Julien, que j'ai élevé avec tant de sacrifices, m'avait laissé là, disparu dans ma propre douleur, comme si j'étais un encombrant qu'il avait enfin réussi à jeter. C'est là que quelque chose en moi a commencé à changer. Ce n'était pas de la force, c'était de l'instinct de survie, un instinct simple, où je me lève, où je coule une fois pour toutes, et couler n'était pas une option. Le 3e jour, je me suis assise sur le bord du lit. Le corps semblait plus lourd que la tristesse elle-même, mais je me suis assise. J'ai inspiré doucement, j'ai laissé l'air entrer entièrement. Puis je me suis mise debout. Chaque pas semblait plus un effort mental que physique. Je suis allée à la cuisine, j'ai préparé un café léger, je me suis assise à la table et je suis restée à regarder la tasse. Je n'ai pas réussi à boire, mais le simple fait d'être là était déjà différent des 2 jours précédents. C'est alors que, par une impulsion que je ne sais même pas expliquer, j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes vieux documents. C'était comme si quelque chose m'appelait. J'ai ouvert doucement. Dedans, il y avait des factures payées d'il y a des années, des carnets de santé, des reçus de l'école de Julien, une enveloppe avec les papiers de la vente du terrain de ma mère. J'ai touché ces papiers comme quelqu'un qui retrouve un morceau oublié de sa propre vie. Je me suis assise sur le sol du salon. J'ai tout éparpillé autour de moi. Papiers, reçus, contrats, photos, conversations imprimées que j'avais gardées sans savoir pourquoi. Et là, entourée de tout ce que j'avais fait pour ma famille, quelque chose s'est allumé. Je me suis souvenue de l'emprunt, des retards, des mensonges, de la voiture neuve, du rire moqueur de Sophie.
de la façon dont Julien la défendait, sans y penser à 2 fois. Des relances qui tombèrent sur mon dos pendant qu'il vivait confortablement. Et je me suis souvenu de l'humiliation publique. Cette phrase, dite au milieu du parking, n'avait pas été seulement de la violence émotionnelle. Ça avait été un avertissement. Il n'allait pas s'arrêter. Il n'avait pas de limite. Là, assise par terre, j'ai compris que si je ne me protégeais pas, cette chose allait détruire le peu qu'il me restait. La douleur est devenue une sorte de clarté. Une clarté affûtée qui tranche. J'ai commencé à séparer par catégorie. Tous les reçus de l'emprunt bancaire. Les conversations où Sophie disait que ce serait une chose rapide. Les dates des relances. Les vieux reçus de mes sacrifices pour l'école de commerce. Le contrat de vente du terrain en province. Des messages qui montraient son mépris envers moi. Chaque papier que je trouvais devenait un morceau d'une vérité bien plus grande que ce que j'avais perçu pendant que j'essayais juste de maintenir la paix. Et cette vérité était simple. Il m'utilisait. Il m'utilisait parce qu'il savait que je ne refuserais jamais mon aide à Julien. Il m'utilisait parce qu'il savait que j'avais une peur bleue de le perdre. Il m'utilisait parce que j'étais seule. La sensation était amère, comme du fiel, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai organisé. J'ai fait des piles. J'ai agrafé. J'ai noté des dates sur un carnet. Je me suis remémoré des faits que j'avais essayé d'ignorer. J'étais en train de monter quelque chose sans m'en rendre compte. Un dossier. Une boîte entière avec l'histoire de ma vie et de l'injustice qu'ils avaient commise contre moi. Quand j'ai fini, j'ai tout mis dans une boîte en carton. J'ai fermé avec soin. J'ai passé la main sur le couvercle. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas des représailles, c'était de la défense, c'était de la dignité. C'était la première fois que je faisais quelque chose pour moi et pas pour les autres. À la tombée de la nuit, je me suis assise sur le canapé avec la boîte à mes côtés et j'ai senti, pour la première fois depuis des jours, que l'air entrait plus léger dans ma poitrine. Je savais que ça faisait encore mal. Je savais que ça continuerait de faire mal. Mais je savais aussi que, le lendemain, je ne serais plus seule. Le lendemain, j'aurais un allié. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que je ne l'imaginais. Le corps me faisait encore mal, comme si on m'avait donné une raclée qui ne laissait pas de traces dehors, seulement dedans. Mais je me suis levée. J'ai fait du café. J'ai mis un vêtement simple, j'ai arrangé mes cheveux courts comme je pouvais, et j'ai pris la boîte de preuves. Elle semblait plus lourde que la veille, pas par le poids en soi, mais parce que cela signifiait de la porter. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne cette chose mieux que moi. Quelqu'un qui puisse regarder ces papiers et confirmer ce que mon cœur savait déjà. Ce n'était pas de l'exagération, ce n'était pas du drame, ce n'était pas une invention de ma part. C'était de l'injustice, et une grande injustice. C'est alors que je me suis souvenu de Maître Bernard. Il avait été l'avocat d'une voisine de ma mère il y a de nombreuses années. Un homme calme, direct, qui m'a toujours traité avec respect quand nous nous croisions dans la rue. Je ne savais pas s'il exerçait encore, mais je devais essayer. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro. Quand j'ai entendu sa voix dire « Allô », quelque chose en moi a dénoué le nœud que je portais dans la poitrine. « Maître, c'est Madeleine. Auriez-vous un moment pour parler avec moi aujourd'hui ?» Il a entendu mon ton et n'a pas posé de questions inutiles. Il a juste répondu « Venez à 14 heures. Mon cabinet est toujours au même endroit. » Je suis arrivé quelques minutes en avance. L'immeuble était simple, le bureau petit, mais ordonné. Il m'a accueilli avec le même regard tranquille de toujours, m'a offert de l'eau et a attendu que je m'assoie. La boîte était sur mes genoux, et quand je l'ai posée sur le bureau, son regard a changé. Pas de surprise, d'attention pleine. « Il se passe quelque chose de grave, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai respiré à fond, et c'est là que j'ai tout raconté, depuis les premières humiliations, en passant par l'emprunt, jusqu'à la scène sur le parking. Il ne m'a pas interrompu. Il écoutait seulement, les mains croisées sur la table, le corps un peu penché en avant, comme quelqu'un qui recueille chaque mot sans en laisser tomber aucun par terre. Quand j'ai fini, il est resté quelques secondes en silence. Puis il a tiré la boîte vers lui. « Je peux voir ?» J'ai hoché la tête. Il a commencé par les contrats de la banque, puis par les messages imprimés, par les vieux reçus, par la copie de la vente du terrain de ma mère. Il lisait doucement, revenait en arrière, notait quelque chose mentalement. Parfois, il fronçait les sourcils. Parfois, il respirait à fond. Quand il a pris le reçu de la première relance impayée, il a secoué la tête.
Quand il a fini, il s'est adossé à son fauteuil. « Madeleine, vous avez tout ici. Tout. » J'ai senti les larmes monter, mais contrôlées. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement. Soulagement de savoir que quelqu'un me croyait sans effort. Quelqu'un qui ne me traitait pas comme un fardeau. « Ils vous ont trompé depuis le début, » a-t-il dit, ferme. « Ils ont planifié de vous utiliser. L'emprunt à votre nom, le mensonge sur la promotion, l'achat de la voiture, tout cela forme un schéma clair. » Je suis restée muette, absorbant chaque mot. C'était dur à entendre, mais c'était la vérité. « Et il y a plus, » a-t-il continué. « La façon dont ils vous ont traité en public, les humiliations, les messages, tout cela parle d'une tentative de vous fragiliser émotionnellement. Ce n'est pas seulement financier, c'est psychologique. » J'ai senti un mélange de douleur et de révolte. « Maître, je ne veux pas détruire mon fils. Je veux juste récupérer ma dignité. » Il a acquiescé lentement. « Je comprends. Et nous ne cherchons pas la vengeance. Nous cherchons la justice. » Ensuite, il s'est levé, a pris une chemise vide et a commencé à séparer les documents par ordre chronologique. Première étape, reconnaître officiellement votre responsabilité dans l'emprunt et enregistrer que vous n'avez jamais reçu les paiements promis. Deuxième, notifier à la banque une possible fraude émotionnelle. Troisième, envoyer une mise en demeure à Julien avec délai de réponse. Quatrième, préparer une plainte pour récupérer ce qui est à vous. J'ai tout écouté avec attention, mais une question pulsait dans ma tête. Et Julien, il va souffrir avec ça? L'avocat a respiré à fond. Il souffre déjà, Madeleine. C'est juste qu'il ne se rend pas encore compte d'où vient le coup. Les mots m'ont traversé. Pas avec brutalité, mais avec vérité. Il a continué. Sophie, cette jeune femme, je vais être sincère, elle est articulée, manipulatrice. Ce type de comportement n'apparaît pas soudainement. Elle détruit silencieusement, et quand la personne s'en rend compte, elle est déjà au fond. J'ai senti mon estomac se retourner. C'était ça. C'était exactement ça. « Vous voulez aller jusqu'au bout ?» a-t-il demandé en me regardant dans les yeux. J'ai mis 3 secondes à répondre. Pas pour penser, pour sentir le poids de la décision. « Je le veux », ai-je dit, ferme. Mais je veux le faire bien, sans cri, sans m'abaisser, juste avec la vérité. Maître Bernard a fait un léger sourire. « Alors nous le ferons avec élégance. » Nous avons passé plus de 2 heures à tout organiser. Il a noté des dates, croisé des informations, marqué des documents clés. Il a expliqué ce qui allait se passer étape par étape. À aucun moment, il ne m'a traité comme quelqu'un de fragile ou d'ignorant. Au contraire, il parlait comme si j'étais la protagoniste de ma propre défense, et je l'étais. Quand nous avons fini, il a fermé le dossier avec soin et a dit « Maintenant, la prochaine étape est la rencontre. Nous devons voir leur réaction avant de procéder juridiquement. » J'ai senti mon cœur accélérer. « Rencontre ? Oui, » a-t-il répondu. « Une conversation formelle. Tous les 3. Vous, Julien et Sophie. Je serai présent. Nous exposerons les faits. Nous verrons jusqu'à quel point ils maintiennent le masque. » Mon corps s'est glacé, mais en même temps, j'ai senti une force que je ne connaissais pas naître dans ma poitrine. « Et quand est-ce que ce sera ?» ai-je demandé. Il a ouvert son agenda. « La semaine prochaine. Mais avant, vous devez vous reposer, vous préparer. Parce que, quand ce jour arrivera, Madeleine, la vérité tombera sur eux comme une pierre. » J'ai respiré à fond. J'ai regardé le dossier fermé, la boîte vide, mes mains. 1 semaine. 1 semaine pour affronter ceux qui m'ont détruite. 1 semaine pour tout mettre sur la table. 1 semaine jusqu'à ce que mon fils voie, peut-être pour la première fois, qui était réellement à ses côtés et qui l'utilisait. Je suis sortie du cabinet différente, moins courbée, moins faible. Le monde faisait encore mal, mais la douleur venait déjà mélanger avec quelque chose de nouveau, une direction. Le jour est arrivé, et ce jour-là, je suis entrée. La semaine qui a précédé la confrontation n'a pas été une semaine ordinaire. Il n'y a pas eu de pleurs, pas de lamentations, pas de désespoir. Il y a eu du silence. Un silence que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Un silence qui ne blessait pas, qui organisait. Je me réveillais, je rangeais la maison, je mangeais quelque chose de simple, et ensuite, je m'asseyais à la table avec le dossier que Maître Bernard avait préparé. Je lisais chaque papier, chaque date, chaque conversation imprimée. Non pas pour mémoriser quoi que ce soit, mais pour me rappeler le chemin qui m'avait mené jusque-là. C'était comme si je revoyais ma propre vie. Sauf que cette fois, sans fermer les yeux,
devant ce qui me faisait mal. J'affrontais tout, ligne par ligne, preuve par preuve. L'avocat m'appelait quotidiennement. Madame Madeleine. J'ai obtenu le gel préventif des biens. Le juge a autorisé. La voiture, la maison, ses comptes à lui. Tout est bloqué. Quand est-ce qu'il le saura? Ai-je demandé lors d'un de ses appels, tenant le téléphone à deux mains. Quand il essaiera de vendre quelque chose, ou quand nous lui enverrons la notification. Et ce sera quand? La semaine prochaine. Mais avant, nous allons faire cette rencontre. Leur donner la dernière chance. Vous voulez toujours le faire? Je n'ai pas hésité. Je le veux. Je voulais regarder dans les yeux de Julien avant que n'importe quel papier n'arrive entre ses mains. Je voulais voir la tête de Sophie quand elle découvrirait que je n'étais plus la femme qu'elle poussait d'un côté à l'autre. Je voulais qu'ils sentent, même si ce n'était que pour une seconde, le poids de ce qu'ils avaient fait avec moi. J'ai passé les journées à répéter ce que j'allais dire. Je répétais des phrases courtes, directes, sans trembler. Je me regardais dans le miroir et je voyais une autre femme. Plus vieille, oui, plus fatiguée, c'est sûr, mais ferme, avec le dos droit, avec la dignité qu'ils avaient essayé de m'arracher. Le soir, je marchais dans la maison, testant le ton de mes paroles. Je sais ce que vous avez fait. J'ai tout documenté. Vous ne m'utiliserez plus jamais. Je disais ça à voix basse, sentant mon visage changer, ma posture changer. Je ne voulais humilier personne, je ne voulais pas rendre l'appareil, je voulais seulement récupérer ce qui était à moi, ma paix, mon respect, mon histoire. Le dernier jour avant la rencontre, j'ai arrangé le dossier une fois de plus. J'ai organisé les preuves selon l'ordre que Maître Bernard avait recommandé. J'ai mis chaque papier dans une pochette plastique, séparée, propre, claire. Quand j'ai fermé la glissière, j'ai passé la main dessus et j'ai respiré à fond. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti un type différent de force. Une force silencieuse, qui n'avait pas besoin de cris. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Un chemisier simple, sombre, sans motif. Un pantalon confortable. Rien de voyant. Je n'avais besoin d'impressionner personne. La force était dans ce que je portais avec moi et dans ce que je ne laisserais plus qu'on m'enlève. Le matin prévu, je me suis réveillée avant le réveil. Le ciel était encore d'un bleu clair, de ce ton qui précède le soleil. J'ai pris une longue douche. L'eau tombait sur mon épaule et semblait emporter avec elle le reste de la douleur que je portais encore. J'ai arrangé mes cheveux du mieux possible. J'ai mis une crème discrète sur le visage. Pas pour paraître plus jeune, pour paraître présente. J'ai pris le dossier. Il était lourd, mais maintenant, d'une autre façon. C'était le poids de la vérité. Avant de sortir, je me suis assise sur le bord du lit quelques secondes. Je me suis souvenue de Julien Petit, dormant la tête sur mes genoux. Je me suis souvenue du premier cartable que je lui avais acheté. Je me suis souvenue du diplôme que j'ai tenu avec fierté quand il a été diplômé. Et, pour un instant, j'ai failli renoncer. Mais ce ne fut qu'un instant. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au salon d'un pas lent, calculé. J'ai ouvert la porte. L'air du matin a frappé mon visage, froid, ferme. Je suis entrée dans la voiture. Maître Bernard était au volant. « Prête ?» a-t-il demandé. J'ai regardé devant. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait plus de place pour la peur. « Prête ?» La voiture a avancé en silence. La ville passait par la fenêtre, comme si elle n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. Mon cœur battait vite, mais ce n'était pas de la panique. C'était de la conscience. Quand nous sommes arrivés, l'avocat a mis la main sur mon épaule. « Madeleine, aujourd'hui vous ne perdez rien. Vous ne faites que gagner. » J'ai acquiescé lentement. Je suis descendue de la voiture. J'ai serré le dossier contre ma poitrine. J'ai fait 3 pas en direction de la porte. Et je suis entrée. La salle où tout allait se passer était simple, neutre, avec une table rectangulaire et 4 chaises. Elle n'avait rien qui attire l'attention, mais l'air semblait lourd, dense, comme si la vérité attendait derrière la porte. Je suis entrée la première, serrant le dossier contre ma poitrine. Maître Bernard est venu juste derrière, calme, professionnel, avec une expression qui disait que rien de ce qui se passerait là ne me jetterait à terre. Je me suis assise du côté gauche de la table. J'ai mis le dossier devant moi, mais encore fermé. L'avocat a arrangé quelques papiers à lui, a positionné son stylo et est resté silencieux. C'était un silence de préparation. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Julien est entré le premier. Sophie derrière, le menton levé, comme si elle allait à une réunion où elle dicterait les règles. Ils ne m'ont pas regardé tout de suite. Ils ont juste tiré les chaises et se sont assis.
Julien semblait irrité. Sophie semblait prête à attaquer. Maître Bernard a été le premier à parler. « Merci d'être venu. Cette conversation est importante. » Julien a croisé les bras. « J'espère que ce sera rapide. On a des engagements. » J'ai seulement observé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. Sophie a souri en coin, provocatrice, comme elle le faisait toujours. L'avocat a ouvert une chemise fine. « Avant de commencer, je dois éclaircir une chose. Tout ce qui sera dit ici sera enregistré. Nous sommes face à un cas qui implique responsabilité financière, mauvaise foi et préjudice moral contre Madame Madeleine. » L'ambiance a changé. Sophie s'est ajustée sur sa chaise, mal à l'aise. Julien a froncé les sourcils. « Préjudice moral? Mauvaise foi? C'est une blague ?» a-t-il dit, riant court. Maître Bernard ne s'est pas démonté. Je vais présenter les faits. Ensuite, vous aurez l'occasion de vous exprimer. J'ai respiré à fond. Je savais que mon moment arriverait, mais là, à ce début, je voulais seulement écouter. L'avocat a ouvert le dossier et a mis le premier document sur la table. Ceci est l'emprunt fait au nom de Madame Madeleine. Valeur totale. X, mensualité élevée, taux d'intérêt élevé. Rien de cohérent avec la justification d'une opportunité rapide de travail. Julien a bougé sur sa chaise. Maman était d'accord, elle a signé, il n'y a rien d'irrégulier. L'avocat a gardé une voix calme. Elle a signé en se basant sur une information fausse. Cela configure une fraude émotionnelle. Sophie a baissé les yeux une seconde, rapide, presque imperceptible. L'avocat a sorti un autre document et l'a mis sur le premier. Des messages envoyés par Sophie affirmant que le paiement serait fait en 2 mois. Cela n'est jamais arrivé. Nous sommes au 8e mois. Sophie a essayé de répondre « Ah, ça, je l'ai dit comme ça, ce n'était pas une promesse. » L'avocat a coupé net. Une promesse utilisée pour convaincre quelqu'un d'assumer une dette qui n'était pas la sienne a une validité juridique, surtout quand elle est enregistrée. Julien l'a regardée, méfiant. Elle a détourné le regard. Maître Bernard a continué. Les retards ont commencé le 1er mois. Aucune mensualité n'a été payée. Madame Madeleine a reçu 4 mises en demeure officielles, et toutes ont été ignorées par vous. Julien a plissé les yeux, comme si c'était une nouveauté. Mais ce n'en était pas une. Il le savait. « J'allais payer !» a-t-il lâché. « Vous avez acheté une voiture neuve !» a répondu l'avocat, sortant un autre papier. « Et la voiture est enregistrée à votre nom et à celui de Sophie. Achetée exactement dans la période du premier retard. » Sophie a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'a refermée. L'avocat a mis un document de plus sur la table. Ceci est le document qui prouve que Madame Madeleine a vendu le terrain qu'elle a hérité de sa mère pour payer les études de Julien. Ceci n'est pas juridique, ceci est moral. C'est l'historique de sacrifice qui rend tout ce qui est venu après encore plus grave. Julien a baissé les yeux pour la première fois. Sophie a croisé les bras, impatiente, comme si tout cela était une perte de temps. Maître Bernard a respiré à fond avant de continuer. Nous avons des témoins de l'épisode sur le parking. 3 personnes. Toutes confirment que Julien a crié sur sa mère, l'accusant injustement et lui ordonnant de disparaître de sa vie. Cela caractérise une violence émotionnelle et un préjudice moral. Le visage de Julien est devenu rouge. Ah non, ça c'est une exagération. C'était juste une dispute. L'avocat ne s'est pas laissé ébranler. Dispute publique avec exposition humiliante. La loi n'appelle pas ça dispute. Elle appelle ça préjudice. J'ai senti ma poitrine trembler à l'intérieur, mais je suis resté ferme comme un roc. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas détourné le regard. L'avocat a alors fermé le dossier de preuve et a dit « Maintenant, avant la dernière partie, Madame Madeleine a quelque chose à dire. » C'était mon moment. J'ai respiré à fond. Mes mains étaient froides, mais fermes. J'ai regardé d'abord Julien, puis Sophie, et j'ai parlé doucement, sans hausser la voix. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec vous, ni pour détruire la vie de personne. Je suis venu parce que vous m'avez utilisé. Vous avez utilisé mon amour, mon histoire, ma confiance. J'ai supporté des humiliations dans la maison que j'ai aidé à payer. J'ai supporté des regards de travers, des paroles blessantes. J'ai supporté que vous me traitiez comme un fardeau. Sophie a tourné la tête. Julien est resté figé, me regardant comme s'il voyait une autre femme. J'ai signé l'emprunt parce que j'avais confiance. Et vous le saviez. Vous saviez que je ne dirais jamais non. Et pourtant, vous avez menti. Vous m'avez trompé. Vous m'avez laissé recevoir les relances toute seule.
Et, quand j'ai demandé une explication, vous m'avez humiliée en public comme si j'étais une ordure. Mon corps tremblait, mais ma voix, non. Je t'ai élevé seul, Julien. J'ai travaillé jusqu'à m'en faire mal au corps. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, et ce que j'ai reçu en retour a été du mépris. C'est ça que tu as choisi pour moi. Le silence dans la salle était absolu, sépulcral. Alors, j'ai sorti du dossier la dernière enveloppe. Je l'ai mise lentement sur la table. Ça, c'est la citation à comparaître. Sophie a retenu son souffle. Julien a écarquillé les yeux. Vous allez devoir répondre devant la justice, parce que la justice est la seule chose qui me tient encore debout. Je ne veux pas de vengeance. Je veux du respect. Je veux récupérer ce qui est à moi. Et je veux que vous n'utilisiez plus jamais mon nom, ma vie ou mon amour à votre profit. Julien a essayé de parler, mais la voix lui a manqué. Il s'est recomposé. « Maman, tu vas me faire ça ?» J'ai retenu mes pleurs et j'ai répondu « Je ne t'ai rien fait. C'est toi qui me l'as fait. » J'ai juste arrêté de l'accepter. Maître Bernard a alors repris la parole. Le blocage des biens est déjà actif. Le procès en responsabilité financière sera déposé demain. Madame a toutes les preuves nécessaires pour gagner. Sophie a explosé. C'est absurde, Madame est en train de gâcher notre vie. Je l'ai regardée avec un calme qui m'a surprise moi-même. Vous avez gâché la mienne avant. Julien a porté ses mains à son visage. Pour la première fois, il semblait percevoir l'ampleur du désastre. J'ai fermé le dossier. Je me suis levée. L'avocat s'est mis à mes côtés. Avant de sortir, j'ai regardé à peine une fois Julien. Pas avec rage, avec un adieu. Maintenant, je vais vivre ma vie, la mienne. Et vous, débrouillez-vous avec vos choix. Et je suis sortie. Le couloir semblait plus large. L'air semblait plus léger. Chaque pas que je faisais était comme récupérer un morceau de moi que je croyais avoir perdu pour toujours. Justice était faite. Et finalement, j'étais libre. Les jours qui ont suivi la confrontation ont semblé être un autre chapitre de ma vie. Un chapitre que je n'aurais jamais imaginé vivre. Rien ne s'est passé avec des explosions, des scandales ou un drame de feuilleton. La justice ne crie pas. Elle marche doucement, mais quand elle arrive, elle change tout de place. Julien a été le premier à le sentir. Quand il a essayé d'accéder au compte joint pour bouger de l'argent, il a trouvé le blocage. Quand il a essayé de vendre la voiture, il a découvert qu'il ne pouvait pas. Quand il a appelé la banque, il a entendu exactement ce que Maître Bernard avait déjà dit. L'emprunt était sous enquête et il devrait fournir des explications. Sa voix, au téléphone, n'avait plus d'arrogance. Elle avait de la panique. Quand il a essayé de m'appeler, je n'ai pas répondu. Pas par orgueil, mais par respect envers moi-même. Pendant des années, j'ai tout accepté au nom de l'amour. Maintenant, je devais m'aimer, moi aussi. Sophie a été touchée d'une autre manière. La boutique où elle travaillait a appris l'enquête à cause du blocage judiciaire. Ils ne l'ont pas licenciée, mais l'ont suspendue temporairement. Les collègues chuchotaient. Les voisins la regardaient différemment. Le masque de supériorité a commencé à se fissurer. Ce sourire moqueur a disparu. Elle a essayé de rejeter la faute sur Julien, sur la banque, sur n'importe quoi qui lui enlèverait la responsabilité. Mais ça n'a servi à rien. Qui creuse un trou pour enterrer quelqu'un, tôt ou tard tombe dedans. Le plus curieux, c'est que rien de tout cela ne m'a donné de joie. Je n'ai pas fêté. Je n'ai pas ressenti le goût de la vengeance. Ce que j'ai ressenti fut un soulagement lent, profond, comme si quelqu'un m'avait enlevé un sac à dos plein de pierres du dos après des années à le porter. La justice n'apporte pas la fête. Elle apporte la paix. Le procès a été rapide, plus rapide que je ne l'espérais. La justice a reconnu le préjudice moral, la fraude émotionnelle et la responsabilité financière. Julien devrait tout payer, par mensualité, sous supervision, sans retard. Les humiliations publiques que j'ai subies ont été enregistrées. Les preuves parlaient pour moi, et elles parlaient fort. Quand le juge a lu la sentence finale, je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré à fond. C'était comme si, finalement, j'avais tout remis en place à l'intérieur de moi. Après cela, j'ai pris la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie, déménager. Je ne voulais plus vivre dans la même rue où j'avais été rabaissée, ni passer devant la porte du supermarché où mon fils m'avait ordonné de disparaître, ni vivre près de ceux qui me regardaient avec pitié ou curiosité malsaine. J'ai vendu ma petite maison, celle qui n'avait pas beaucoup de valeur sur le papier, mais qui avait toutes les mémoires d'une vie simple.
Une partie de l'argent de la vente, je la garderai. Une partie, je l'utiliserai pour recommencer. J'ai trouvé une petite ville, pas très loin, mais assez loin pour respirer un autre air. Une ville avec des rues pavées, une boulangerie au coin, une place pleine d'arbres. J'ai loué une petite maison de plain-pied, simple, lumineuse. Quand j'ai reçu les clés, j'ai fermé la porte de l'intérieur et j'ai senti un silence différent de tout ce que j'avais déjà entendu. C'était un silence de paix. J'ai commencé une nouvelle routine. Je me réveillais tôt, je marchais sur la place, je prenais mon café dans la cuisine pendant que le soleil entrait par la fenêtre. Je suis allée connaître les voisins, des gens bien, tranquilles. Une dame de mon quartier m'a invitée à un groupe de travaux manuels. J'y suis allée. Je me suis assise à la table avec d'autres femmes de mon âge, discutant de choses simples, brodant des serviettes, riant d'histoires quotidiennes. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie appartenir à un endroit. Avec le temps, j'ai commencé à faire de petits travaux de couture pour le voisinage. Des choses légères, qui n'exigeaient pas tant du corps. Et j'aimais ça. J'aimais sentir le tissu, voir quelque chose naître de mes mains. Ça me donnait la paix, ça me donnait un but. Maître Bernard m'appelait de temps en temps pour mettre à jour l'avancement final du dossier. À chaque appel, une étape conclue. À chaque étape, un morceau de la douleur se défaisait. Il demandait toujours si j'allais bien, et je l'étais. J'allais mieux que depuis de nombreuses années. Quant à Julien, il a tenté le contact. Il a envoyé de longs messages, pleins de justifications, disant qu'il ne l'avait pas fait par méchanceté, qu'il était sous pression, qu'il ne s'était pas rendu compte de ce qui se passait. Je les ai tous lus. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne l'aimais pas. Je l'aimais. Une mère ne cesse pas d'aimer. Mais l'amour ne suffit pas quand le respect a été détruit. L'amour sans limite devient une chaîne. Et j'avais appris à couper ce qui m'attachait. Un jour, il m'a appelé en vidéo. J'ai failli raccrocher sur le champ, mais j'ai répondu. Son visage était différent, moins superbe, plus fatigué. « Maman, je paie ce que je dois, je règle tout ce que je dois faire. Je voulais juste dire que je suis vraiment désolée. » J'ai écouté, j'ai gardé le silence. J'ai pensé, et j'ai répondu. « Julien, je te souhaite le meilleur, mais j'avais besoin de sortir pour survivre. Pardonne-moi si cela te fait mal, mais j'ai besoin d'être là où on me traite avec respect. » Il a pleuré. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement ressenti. Après cela, j'ai gardé mes distances. Je ne l'ai pas bloqué, mais j'ai établi une limite claire. La limite est de l'amour pour moi-même. Quelque chose que j'ai appris tard, mais que j'ai appris. De temps en temps, je vois mes petits-enfants en vidéo, quand la situation le permet. Ils sourient, demandent comment est ma nouvelle maison, me montrent leurs dessins. Cela me réchauffe l'âme. Les enfants n'y sont pour rien. Les enfants méritent de l'amour des deux côtés, peu importe ce que font les adultes. Aujourd'hui, ma vie est légère. Pas parfaite, pas riche, pas pleine de nouveautés. Légère. Je marche dans la rue sans peur. J'achète mon pain sans hâte. Je prends mon café en regardant le soleil entrer par la fenêtre. Parfois, je m'assois sous le porche et je reste là, à écouter le vent. Et je pense à tout ce que j'ai traversé. Non avec douleur, mais avec respect pour la femme que j'ai été et pour la femme que je suis devenue. Parce que j'ai découvert une chose qui a mis du temps à entrer dans mon cœur. Personne, absolument personne, n'a le droit d'enlever la dignité à quelqu'un. Ni fils, ni belle-fille, ni personne. On est avec de la dignité. On la perd parfois. On nous oublie. On nous tire le tapis sous les pieds. On essaie d'effacer qui nous sommes. Mais il suffit d'un pas, un seul pas, pour se relever à nouveau. Si cette histoire est arrivée jusqu'à toi, c'est peut-être parce que quelqu'un là, tout près, a aussi besoin d'entendre ça. Le respect est le minimum. L'amour qui humilie n'est pas de l'amour. Et recommencer n'a pas d'âge. Ça n'en a jamais eu. Si cette histoire a touché ton cœur, commente ici depuis quelle ville tu m'écoutes. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître là sur l'écran. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.